C'est avec un grand plaisir que nous recevons pour la deuxième session Madame Zeynep Ben Ammar Mamlouk, qui est professeure en sciences de gestion à l'École supérieure des sciences économiques et commerciales de Tunis, directrice fondatrice à l'ESSEC en 1998 et présidente de l'Université de Tunis El Manar jusqu'à 2008. Elle a eu une expérience dans l'enseignement depuis 1978. Faites pas votre âge, madame. Je suis à la retraite. Dans la formation et la recherche, 25 thèses soutenues sous sa direction. Elle dirige actuellement le LARIM, le laboratoire interdisciplinaire sur les mutations des économies et des entreprises. J'espère que je ne me suis pas trompé, madame. Je lui laisse le soin de présenter les autres intervenants du panel. Le panel numéro 2 va s'intéresser aux ressources humaines. Selon le programme, on a vu qu'il s'agit surtout des besoins et puis d'une problématique qui touche non pas seulement le secteur informatique ou des systèmes d'information, mais tous les secteurs, c'est la fuite des cerveaux. Il y a un aspect qui n'a pas été présenté dans ce panel, mais qui a été mentionné par tous les intervenants dans le premier panel, à travers des mots tels que mutualisation, collaboration, partage, et qui est un aspect qui relève essentiellement de la ressource humaine, c'est l'aspect culturel. Donc peut-être que nous aurons à l'évoquer dans notre panel. Alors sans plus tarder, je vais céder la parole aux intervenants. Nous avons organisé notre panel en 3 grands axes. On va faire un diagnostic de la situation. Avant de savoir où on va, il faut peut-être savoir où l'on est. Alors où l'on est en Tunisie, où l'on est de par le monde. Et ensuite, nous allons voir quels sont les besoins en termes de compétences, quelle est l'adéquation entre l'offre de l'université et les besoins du marché, sachant que plus cette offre va être performante, plus nous allons tomber dans le 3e volet de notre problématique, c'est la fuite du cerveau. Plus on est bon, plus on va donner plus d'opportunités à ces profils d'être sollicités à l'étranger. Donc comment faire pour les retenir? Donc voilà, on a fait la boucle de notre problématique. Comment les former? En tant que DSI, parce que très souvent on parle, le PPT, hein, j'aime bien finalement le PPT, hein, donc entre process, people et technologie. Et c'est un trio magique sans lequel il n'y a rien qui puisse avancer. Et il faut prendre en compte tous ces paramètres-là et toutes ces composantes. Juste, peut-être Tari Jazrira, une réflexion avec Madame Zeynep tout à l'heure. En fait, l'individu. Je pense c'est une importance capitale de respecter l'individu. Le respect de l'individu commence par respecter l'autre et respecter soi. Si on se base sur ce qu'on est en train de dire, je pense que je laisserai les professeurs après un peu développer autour de cela aussi. Je pense qu'on a, on va dire, on a atteint un bon bout de chemin. Parce que respecter l'autre, ça veut dire je sais travailler avec l'autre, ça veut dire je sais faire du collaboratif avec l'autre, ça veut dire je sais casser les silos et je ne travaille pas verticalement. Et donc il y a tous des enseignements tirés de cela. Donc on a des centres informatiques sectoriels, 5 centres, et heureusement que ces centres existent. Donc on a le ministère des Finances. Moi, je parle des DSI des ministères, essentiellement. Hein. Donc, des départements, disons, informatiques des différents ministères. Donc, on a 5 ministères qui ont un centre informatique. Donc, le ministère des Finances, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Intérieur. Je ne parle pas donc du ministère de l'Agriculture, Rawahsi Mohsen. C'est uniquement un fournisseur de services Internet, ils ne font pas du traitement ou de l'hébergement.
Donc, on a 5 ministères qui ont une direction générale de l'informatique. Donc, c'est la présidence du gouvernement, le ministère. Donc, la direction générale, c'est vraiment un département qui est indépendant et qui fonctionne en indépendance par rapport aux autres directions générales. Donc, il a plus de moyens. La présidence du gouvernement, le ministère de la Justice, le ministère de la Défense, le ministère des Technologies de l'Information et de la Communication ou de l'économie numérique, ministère de l'Agriculture, ministère de l'Éducation et donc ministère de l'Enseignement supérieur. Par contre, il y a 14 ministères qui ont ce qu'on appelle une direction d'organisation, méthode et informatique. Donc, en plus de l'informatique, ils sont supposés faire de l'organisation et des méthodes, c'est-à-dire les procédures administratives. Le CIFOTCOM, c'est un centre de formation qui est sous tutelle du ministère des Technologies de l'Information et de l'Économie numérique. Et aussi, c'est un centre d'excellence agréé par l'ITU, l'Union internationale des télécommunications, et fait partie d'un réseau des entreprises, des centres de formation publics. Donc, on a quand même créé, pour aussi le partage et tout ça, on a créé un réseau de centres de formation. CIFOTCOM fait partie avec le CIFAD, avec pas mal de centres, l'ENA aussi, il y a pas mal de centres de formation qu'on se liait pour se partager. Ce réseau a été créé en 2015 pour se partager les expériences et aussi se spécialiser dans certes multitude d'informations. Entre autres, CIFOTCOM, c'est considéré comme je dirais toujours, c'est peut-être l'ENATIC, tout ce qui est technologie de l'information et de la communication. Pour accompagner les transformations digitales, le développement des compétences est nécessaire dans un contexte mondialisé. Les certifications TIC sont un des moyens retenus à l'échelle mondiale pour valider des compétences techniques dans une technologie donnée. Merci beaucoup, Sifathi, pour nous avoir fourni des éléments chiffrés pour expliquer en partie, en tout cas, cette volatilité de nos compétences et de nous avoir donné quelques repères au niveau international. La deuxième idée qu'il faut retenir, c'est peut-être l'insuffisance de l'exploitation de votre structure, qui n'est pas suffisamment sollicitée et qui pourrait éventuellement jouer un rôle important dans le développement des... Je lis dans le livre qui a été déjà, je crois, cité par Sima Fnani, si je ne me trompe pas. We are currently preparing students for jobs that don't yet exist. C'est pire, là, où nous ne savons pas où nous sommes. Qui fait que tu vas savoir où tu vas être, alors que les autres qui savent ne le savent pas eux aussi. Using technologies that haven't been invented. In order to solve problems, we don't even know our problems yet. En 2004, nous ne sommes même pas encore en 2004. 2004 aux États-Unis, c'est le futur ici. Il y a à peine 5-10 ans, ces métiers n'existaient pas. J'ai quelques étudiantes ici. Commerce international, marketing. On parle de community manager. Mais sauf que ça fait 25 ans que j'ai quitté l'université. Il n'y a rien que j'enseigne aujourd'hui que j'ai appris à l'école. Actuaire, online community, development iOS, data scientist. Là, même ce matin, architect big data, conceptual, digital marketing manager, coach. Je m'en ai un coach. Je connais un coach. Jamais coach. Quelques éléments, mais on parle de données. Bien sûr, j'essaie de voir un peu qu'est-ce qui peut cadrer vraiment dans l'objectif de cette journée. Parce qu'en fait, on n'est pas venu ici juste pour bavarder, il faut qu'on arrive à aller vers un plan d'action ou bien des recommandations assez précises. En fait, le problème, si on regarde d'une façon internationale, le problème, où est-ce qu'il est? C'est que finalement, il y a eu des dépenses, des investissements énormes qui ont été faits dans de ce qu'on appelle e-gov, c'est-à-dire tout ce qui est grandes applications de l'administration, parce qu'aujourd'hui, on est concentré sur l'administration. Et il y a eu beaucoup de financement, Banque mondiale, tous ces organismes internationaux. Qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? C'est que sur ces grands financements, et c'est la Banque mondiale qui a fait cette étude, il y a 35% d'échecs complets. 50% d'échecs partiels.
qu'est-ce qu'il reste? 15% de vrai succès. Ça, c'est énorme. Et ce n'est pas uniquement dans les pays en voie de développement, d'ailleurs, c'est un peu partout, même en Amérique, il y a eu pendant longtemps beaucoup d'échecs dans les grands projets informatiques. Donc Gardner aussi, bien sûr, confirme ce genre de chiffres. C'est des ordres de grandeur, on ne va pas nécessairement chipoter sur 5 ou 10%. Les conséquences, bien sûr, c'est des manques de performance, c'est de l'argent qui est perdu, c'est un dommage financier, ça peut être aussi une image de marque qui est écornée. Donc il y a beaucoup de conséquences qui peuvent aboutir de manque de réalisation, de succès de projets informatiques. Je peux vous assurer que dans nos pays, en Tunisie aussi, parce que j'ai quand même passé une bonne petite période au CNI, à peu près 11 ans, de toute façon, ce qui se passe, c'est quand le projet ne marche pas, on n'entend plus parler de projet, il disparaît. Pour revenir un peu aux compétences, moi, qu'est-ce que je propose? C'est qu'on définisse, qu'on mette des commissions, on peut prendre ce qui est fait, on met un groupe de travail, peut-être sous l'initiative des associations comme le club DSI, pour définir un certain nombre de fonctions au niveau de Chief Information Officer. Quelle différence avec DSI, le MOA, le MOE, les développeurs, les gestionnaires d'infrastructures, il y en a. OK. Ce que je voudrais dire ici, c'est que finalement, le problème, ce n'est pas de former ces gens-là. Développeurs, gestionnaires d'infrastructures, cloud, big data, technique, pas de problème. On s'en occupe à l'université. On peut vous les former, et c'est vrai qu'on a certaines formations sont très bonnes, il n'y a aucun problème. Bon, parfois, certaines sont... Mais là où le bas blesse, c'est ici. C'est des doubles compétences. C'est peut-être ce qu'a essayé de faire Mohamed à l'ISG. Et même double compétence, quand vous prenez un jeune, il faut de l'expérience. C'est 10 ans, 15 ans d'expérience. Donc c'est cette population, à mon avis, qui manque beaucoup, et ça doit se compter sur les doigts. Pour conclure, donc je dirais nécessité d'adopter et d'adapter certains standards, définir un cadre organisationnel plus clair au niveau de la gouvernance et des services IT dans les ministères, puisqu'on parle de l'administration ou dans les entreprises, définir un peu mieux les profils. Pour la stratégie de recrutement ou d'appel à des experts externes, ça aussi. Bon, si vous définissez les profils, nous, on n'a pas de problème pour les former. On peut aussi faire de la formation continue. On fait, par exemple, des masters de formation continue, des cours de formation continue. Et je pense que c'est cette relation-là qu'il faut si on va faire vers des profils qui sont un peu compliqués, par exemple, maîtrise d'œuvre, cahier des charges, tous ces trucs que les étudiants n'aiment pas beaucoup, il faut qu'on trouve les bonnes populations. Et je dis aujourd'hui que l'élément essentiel aussi se trouve peut-être à l'ENA. L'ENA, où est-ce qu'elle est dans tout ça? C'est l'ENA qui occupe les grands postes, c'est l'ENA qui vraiment... C'est là où sont les décideurs. C'est eux qui doivent être dans ce sommet-là. Mais juste pour terminer, les grands projets qu'on a quand même réussi à mettre en place, à déployer dans les années 80 au CNI, c'est qu'on avait toujours une paire, quelqu'un de l'administration qui était mordu et un informaticien, les deux travaillaient ensemble. Et chaque fois que ce truc-là a été brisé, ça n'avançait pas du tout. Et on avait toujours des échecs. Donc c'est cette population des gens de l'administration, de très haut, à tous les niveaux. Si eux, ils ne comprennent pas, ils vont avoir peur, ils vont être des freins. Donc moi, je dirais que là aussi, c'est un travail à faire sur l'école d'administration.